15 acteurs célèbres ont quitté ce monde exactement le jour où ils y sont entrés. Coïncidence troublante ou signe du destin? Aujourd'hui, découvrez ces stars dont la vie s'est achevée à la minute même où tout avait commencé, entre éclat, mystère et un dernier rideau tombé en silence. Numéro 1. Ingrid Bergman. Le 29 août 1982, à Londres, une lumière du cinéma mondial s'est éteinte exactement le jour où elle fêtait ses 67 ans. Ce même 29 août, à Stockholm, 67 ans plus tôt, naissait une petite fille au regard clair et à la voix douce, destinée à devenir une légende. Ingrid Bergman a traversé l'histoire du cinéma avec une élégance rare. Son nom évoque immédiatement Casablanca, où son visage, baigné de larmes et de lumière, reste gravé dans la mémoire collective. Elle y jouait une femme partagée entre l'amour et le devoir, une émotion si sincère qu'elle semblait réelle. Fille d'un photographe suédois, elle découvre très jeune la fascination de l'image. Son père la photographie souvent, et c'est peu être là que naît sa présence magnétique devant la caméra. Après quelques rôles en Suède, elle attire l'attention d'Hollywood à la fin des années 30. En peu de temps, elle devient l'une des actrices les plus admirées de sa génération. Les spectateurs français la découvrent dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde, puis dans Pour qui sonne le glas, et tombent sous le charme de son naturel et de sa profondeur. Mais Ingrid Bergman n'était pas seulement une star. Elle était aussi une femme passionnée, libre dans ses choix, parfois incomprise. Son histoire d'amour avec le réalisateur Roberto Rossellini provoqua un scandale international, mais elle suivit son cœur sans jamais renier ses valeurs. Cette détermination inspira de nombreuses femmes et lui valut le respect de générations d'artistes. Durant les années 70, alors que beaucoup se retirent, elle revient sur le devant de la scène avec une force tranquille. Dans Sonate d'automne, sous la direction d'Ingmar Bergman, elle offre une interprétation bouleversante d'une mère rongée par le regret. Ce rôle, empreint d'une vérité crue, lui valut l'admiration du public français et des critiques européens. Le destin voulut qu'elle parte un soir d'été, dans la sérénité de sa maison londonienne, après avoir lutté courageusement contre la maladie. Elle laissa derrière elle 3 enfants et une filmographie qui traverse le temps. Ce 29 août, la boucle fut bouclée. Née et partie le même jour, Ingrid Bergman demeure l'image même de la beauté, de la dignité et du mystère. Une étoile qui brille encore, chaque fois qu'une scène s'éclaire dans le noir d'une salle de cinéma. Numéro 2. Maria Félix. Le 8 avril 2002, à Mexico, la diva du cinéma mexicain s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, le jour même de son 88e anniversaire. Une coïncidence si parfaite qu'elle sembla écrite par le destin, comme la dernière scène d'un film dont elle aurait voulu garder le contrôle jusqu'au bout. Maria Félix, connue en France comme la femme au regard de feu, fut l'une des actrices latino-américaines les plus admirées du XXe siècle. Sa beauté sculpturale, son port de reine et sa voix grave faisaient d'elle une icône que le public français surnommait volontiers la Doña, d'après son rôle légendaire dans le film du même nom. Née à Alamos, au nord du Mexique, elle grandit dans une famille nombreuse où son tempérament fort se distingue dès l'enfance. Dans les années 40, elle entame une carrière fulgurante au cinéma, interprétant des femmes fières, indépendantes et souvent indomptables. Le public français découvre son charisme à travers les festivals de Cannes et de Venise, où ses films sont présentés comme des œuvres d'un Mexique romantique et sauvage. Maria Félix devient l'image d'une féminité souveraine, admirée par les cinéastes et les écrivains européens. Elle collabore avec de grands réalisateurs comme Emilio Fernandez et Luis Buñuel, jouant dans des drames où la passion et la tragédie se mêlent. Dans Enamorada, sa silhouette se détache dans une lumière dorée, symbole d'une femme qui refuse la soumission. Sa force de caractère transparaît aussi dans sa vie réelle. Elle choisit ses rôles, négocie ses contrats et trace sa route sans dépendre de personne. Cette attitude fit d'elle une pionnière, à une époque où peu de femmes osaient s'imposer dans le monde du cinéma. Les Français furent fascinés par sa présence lors de ses séjours à Paris. Elle fréquenta Jean Cocteau, Christian Dior et d'autres figures de la haute société, toujours vêtues avec une élégance qui la rendait inoubliable. Elle aimait dire que la beauté n'était rien sans personnalité. Son visage, souvent orné de bijoux somptueux, semblait incarner une forme d'art vivant. Le jour de sa disparition, la ville de Mexico s'est figée. Les journaux évoquaient l'ironie du calendrier, la naissance et la mort unies dans la même date, comme si le destin avait voulu refermer le cercle d'une existence flamboyante. Le 8 avril restera pour toujours le symbole d'une femme qui n'a jamais vieilli dans la mémoire de ceux qui l'admiraient. Maria Félix, souveraine éternelle,
repose désormais dans la légende, telle qu'elle l'avait toujours souhaité. Numéro 3, Gigi Proietti. Le 2 novembre 2020, à Rome, l'Italie s'est réveillée avec une nouvelle poignante. Le grand acteur Gigi Proietti venait de s'éteindre dans un hôpital de la capitale, exactement le jour où il fêtait ses 80 ans. Ce matin-là, les radios italiennes diffusaient encore les chansons qu'il aimait, sans savoir que ce jour d'anniversaire serait aussi celui de son départ. En France, son nom évoquait la verve romaine, la comédie pleine d'esprit et une carrière qui avait franchi les frontières. Né à Rome en novembre 1940, Gigi Proietti fut bien plus qu'un acteur. Il était la voix du théâtre populaire italien. Formé à l'art dramatique classique, il devint célèbre pour sa capacité à passer du drame à la comédie avec une aisance déconcertante. Son visage expressif, ses yeux pleins d'ironie et de tendresse à la fois faisaient de lui un interprète rare. Les téléspectateurs français le connurent notamment à travers les films doublés et les festivals, où son nom apparaissait souvent. Dans les années 70, il devient une figure incontournable du théâtre et de la télévision italienne. Son interprétation dans le spectacle Alleluja brava gente marqua les esprits et sa popularité ne cessa de croître. Il avait ce don de parler au public comme à un ami, de transformer les mots en musique, les gestes en émotions. Pour lui, jouer n'était pas seulement un métier mais une mission, celle de rappeler à chacun la beauté de la langue et la force du rire. Les Français qui fréquentaient Rome dans les années 80 se souviennent encore de ses soirées au Globe Théâtre, un lieu qu'il avait contribué à faire renaître dans la capitale italienne. Il y jouait Shakespeare, mais à sa manière, vivante, humaine, accessible à tous. Cet engagement culturel lui valut l'admiration d'artistes et de critiques à travers l'Europe. Le 2 novembre, jour de sa naissance et de sa disparition, tomba comme un symbole. Il avait toujours dit qu'il voulait mourir en scène, dans la lumière, entouré de mots et de musique. Le destin exauça ce vœu à sa manière. Les hommages affluèrent, les théâtres restèrent silencieux une minute entière, et les fans allumèrent des bougies dans les rues de Rome. En France, plusieurs chaînes lui rendirent hommage en rediffusant ses œuvres. Gigi Proietti, homme de scène total, laissa derrière lui un héritage de rire, de poésie et d'humanité. Sa voix résonne encore comme un écho chaleureux, rappelant que le théâtre est avant tout une célébration de la vie. Numéro 4. John Banner. Le 28 janvier 1973, à Vienne, le monde du cinéma et de la télévision a perdu un visage familier. Ce jour-là, John Banner s'est éteint paisiblement, le jour même où il célébrait son 63e anniversaire. Né le 28 janvier 1910 à Vienne, il avait parcouru un long chemin avant de devenir une figure aimée du public français grâce à la série Papy Schultz, connue dans le monde anglophone sous le nom Hogan's Heroes. Son accent autrichien, son regard bon enfant et son humour candide avaient conquis les téléspectateurs. Issu d'une famille juive, il quitta l'Autriche à la fin des années 30, lorsque le climat politique devint menaçant. Arrivé aux États-Unis, il réinventa sa vie avec courage et détermination. Il apprit l'anglais, prit des cours de théâtre et se lança dans le cinéma. Son allure imposante et sa voix chaude lui valurent rapidement des rôles de militaire ou de personnages d'Europe centrale. Il tourna dans des productions comme Casablanca, The Blue Dahlia et The Spy Who Came In From the Cold, souvent dans des seconds rôles mémorables. Mais c'est à la télévision qu'il connut la gloire. À partir de 1965, il incarna le sergent Schultz, un soldat aussi naïf qu'attachant, dans une série où la comédie servait de miroir à l'absurdité de la guerre. En France, la série fut diffusée sous le titre Papy Schultz et devint rapidement culte. Les spectateurs riaient de sa célèbre réplique « Je ne vois rien, je n'entends rien », devenue une phrase populaire dans les foyers français. John Banner avait cette capacité rare de rendre un personnage à la fois drôle et profondément humain. En dehors des plateaux, il menait une vie discrète. Il se consacrait à sa femme et à ses amis, gardant toujours un lien fort avec l'Autriche de son enfance. Il ne se considérait pas comme une star, mais comme un artisan du rire, un homme qui voulait simplement apporter un peu de légèreté au public. Le destin voulut qu'il quitte ce monde le même jour qu'il y était entré, bouclant ainsi une vie faite de contrastes, de douleurs et de sourires. Les journaux autrichiens et américains saluèrent sa mémoire, et en France, les rediffusions de Papy Schultz continuèrent longtemps après sa disparition. John Banner reste dans le cœur des spectateurs comme l'image d'un homme simple, sincère et généreux, dont l'humour continue à faire sourire bien des années après son dernier rôle. Numéro 5. Nick Benedict. Le 14 juillet 2023, en Californie,
l'acteur américain Nick Benedict s'est éteint le jour même de son 76e anniversaire. Cette coïncidence bouleversa ses admirateurs du monde entier, notamment en France où son visage était familier, grâce aux séries télévisées diffusées depuis plusieurs décennies. Né le 14 juillet 1947 à Los Angeles, il avait grandi dans une famille déjà liée au cinéma. Son père, Richard Benedict, était acteur et réalisateur, et c'est auprès de lui que Nick découvrit très tôt la passion du jeu. Dans les années 70, il devint l'un des visages emblématiques des feuilletons américains. Le public français le découvrit à travers des programmes comme Amour, Gloire et Beauté et Les Feux de l'amour, deux séries diffusées sur les chaînes françaises et devenues incontournables. Sa voix grave, son regard intense et son élégance naturelle faisaient de lui un acteur apprécié, capable d'incarner aussi bien le héros romantique que l'homme tourmenté. Nick Benedict se distingua également au théâtre, où il aimait retrouver la proximité du public. Il disait souvent que la scène lui rappelait pourquoi il avait choisi ce métier, car c'était là qu'il sentait battre le cœur de l'émotion. Dans les années 80, il apparut dans plusieurs productions hollywoodiennes, notamment Mission Impossible et La Croisière s'amuse, des séries cultes pour toute une génération de spectateurs français. Derrière l'image du comédien accompli, se cachait un homme simple, attaché à la nature et à la musique. Il jouait de la guitare, écrivait des chansons et se produisait parfois dans de petits clubs, loin du tumulte des plateaux. Ceux qui l'ont connu décrivent un homme bienveillant, discret et toujours prêt à encourager les jeunes acteurs. Au cours des dernières années, il s'était éloigné des caméras pour mener une vie plus tranquille avec son épouse en Californie. Sa disparition, survenue le jour même de sa naissance, résonna comme un symbole de boucle achevée. Le 14 juillet, alors que la France célébrait sa fête nationale, les journaux francophones rendaient hommage à cet acteur qui avait su conquérir le cœur des téléspectateurs français sans jamais renier sa simplicité. Nick Benedict laisse derrière lui l'image d'un artiste fidèle à son art et à son public. Son regard, son ton posé et sa sincérité continuent de vivre à travers les rediffusions de ses séries. Il appartient à cette génération d'acteurs qui ont marqué la télévision par leur authenticité et leur talent sans artifice. Numéro 6, Paul Herman. Le 29 mars 2022, à New York, Paul Herman s'est éteint paisiblement, le jour même où il célébrait son 76e anniversaire. Né le 29 mars 1946 à Brooklyn, il grandit dans un quartier populaire où le cinéma représentait un rêve lointain. Pourtant, ce rêve, il allait le réaliser. Paul Herman devint au fil du temps un visage familier du cinéma américain, un acteur que le public français appréciait particulièrement pour ses rôles dans des films devenus cultes. Son nom apparaît dans plusieurs chefs-d'œuvre que les spectateurs français connaissent bien, comme Les Affranchis de Martin Scorsese, Casino, Le Loup de Wall Street et The Irishman. Dans chacun de ces films, il incarnait des personnages secondaires mais toujours mémorables, marqués par une humanité simple et une présence discrète. Il avait ce talent rare de donner de la profondeur à un rôle de quelques minutes seulement. Ses yeux rieurs et sa diction naturelle rendaient chaque scène vivante. Au-delà du cinéma, Paul Herman participa à des séries télévisées très populaires, notamment Les Sopranos, où il interprétait un homme d'affaires au charme ambigu. En France, cette série trouva un public fidèle et son visage devint instantanément reconnaissable. Il n'était pas une star au sens traditionnel, mais plutôt un acteur de caractère, de ceux dont le public se souvient même sans connaître le nom. Ses collègues le décrivaient comme un homme chaleureux, généreux, toujours prêt à raconter une anecdote de tournage ou à faire sourire l'équipe. Il avait commencé sa carrière tard, après avoir travaillé dans plusieurs bars de Manhattan fréquentés par des artistes et des musiciens. C'est là qu'il avait rencontré Robert De Niro, qui l'encouragea à tenter sa chance dans le cinéma. Cette rencontre changea sa vie et marqua le début d'une collaboration durable avec certains des plus grands réalisateurs américains. Le jour de sa disparition, les journaux et les studios rendirent hommage à sa carrière. En France, les amateurs de cinéma partagèrent des extraits de ses films et saluèrent sa capacité à donner une âme au second rôle. Le destin voulut que sa vie s'achève le jour exact où elle avait commencé, comme une boucle complète. Paul Herman laissa derrière lui le souvenir d'un homme simple, sincère et profondément attaché à son métier. Il restera dans la mémoire du public comme un visage du cinéma authentique, celui qui nous rappelle que même les rôles les plus discrets peuvent laisser une empreinte durable. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, et dites-nous en commentaire quel film avec Paul Herman vous a le plus marqué. Numéro 7, Stephen Dunham. Le 14 septembre 2012,
à Burbank, en Californie, Stephen Dunham s'est effondré dans sa maison alors qu'il célébrait son 48e anniversaire. Cette date, qui aurait dû être un jour de fête, devint celle de sa disparition. Né le 14 septembre 1964 à Boston, il avait bâti une carrière discrète mais solide, marquée par des rôles dans des films que le public français connaît bien. Son visage élégant, son allure tranquille et son charisme naturel en faisaient un acteur apprécié autant pour sa gentillesse que pour sa présence à l'écran. Il débuta sa carrière à la télévision dans les années 90. Très vite, il se fit remarquer pour son rôle dans la série Oh Grow Up avant de se tourner vers le cinéma. Le public français le découvrit surtout dans le film La Momie, sorti à la fin des années 90, où il incarnait Isaac Henderson, un aventurier courageux et ironique. Ce film d'action et d'aventure, diffusé et rediffusé en France pendant des années, fit de lui un visage familier du grand écran. Stephen Dunham se distingua également par ses participations dans des comédies romantiques et des séries à succès comme What I Like About You et Monster & Law. Il possédait un sens du rythme rare, capable de passer du drame à la légèreté en un instant. Sa filmographie, bien que courte, reflète une grande diversité de genres et une sincérité constante dans le jeu. Les réalisateurs appréciaient sa ponctualité, son professionnalisme et sa capacité à rendre chaque dialogue crédible. Derrière les caméras, il vivait une histoire d'amour profonde avec l'actrice Alexandra Lee, qu'il avait épousée quelques années auparavant. Le couple partageait la même passion pour le cinéma et la nature, et leur complicité se ressentait même à l'écran lorsqu'ils jouaient ensemble. Le 14 septembre, jour de son anniversaire, il s'apprêtait à dîner en famille lorsqu'un malaise mit brutalement fin à la fête. Sa disparition bouleversa ses proches et la communauté du cinéma. Les hommages se multiplièrent sur les réseaux et dans la presse spécialisée. En France, plusieurs magazines de cinéma lui rendirent hommage, rappelant son rôle dans La Momie et la sympathie qu'il inspirait. Le fait qu'il soit parti le jour même de sa naissance marqua les esprits comme un étrange symbole de destin accompli. Stephen Dunham laissa l'image d'un homme doux, passionné et d'un acteur sincère, dont le sourire continue à vivre à travers les films qu'il nous a laissés. Numéro 8, Julie Bishop. Le 30 août 2001, à Mendocino, en Californie, Julie Bishop s'est éteinte paisiblement dans sa maison, entourée de sa famille, exactement le jour de son 87e anniversaire. Née le 30 août 1914 à Denver, elle fut l'une des grandes figures féminines du cinéma américain classique, très aimée du public français pour ses rôles dans les films d'aventure et de guerre diffusés après la Seconde Guerre mondiale. Elle débuta très jeune sous le nom de Jacqueline Wells, avant d'adopter définitivement celui de Julie Bishop. Son visage doux et sa voix claire la rendirent rapidement reconnaissable parmi les actrices d'Hollywood. Dans les années 40, elle tourna aux côtés de grands noms comme John Wayne, Humphrey Bogart et Errol Flynn. Les cinémas français projetaient souvent ses films dans le cadre du cycle de cinéma américain d'après-guerre, et son charme discret séduisait le public européen. Parmi ses œuvres les plus connues figurent Action in the North Atlantic, The Sands of Iwo Jima et Northern Pursuit, des films à la fois épiques et humains. Elle incarnait des femmes courageuses, parfois fragiles, mais toujours animées par une grande dignité. Les critiques français soulignaient souvent la subtilité de son jeu, capable d'exprimer la tristesse ou la tendresse sans exagération. Durant les années 50, elle quitta progressivement le cinéma pour se consacrer à sa famille. Elle fit quelques apparitions à la télévision, notamment dans des séries qui furent importées et doublées en français. Malgré sa discrétion, les magazines de cinéma continuaient à évoquer son nom, symbole d'une époque élégante où les actrices savaient conjuguer beauté et talent. Julie Bishop appartenait à cette génération d'artistes qui avaient connu la transition du cinéma en noir et blanc vers la couleur, du studio fermé à la lumière du grand écran. Elle aimait raconter que la magie du cinéma résidait dans la simplicité d'un regard ou d'un sourire. Ses partenaires de tournage la décrivaient comme une femme généreuse, pleine d'humour et toujours bienveillante envers les jeunes acteurs. Le 30 août 2001, son départ, survenu le jour exact de sa naissance, parut presque poétique. Les journaux américains et européens saluèrent la mémoire d'une actrice qui avait marqué des décennies de spectateurs sans jamais chercher la gloire. En France, les cinéphiles se souviennent encore d'elle comme d'un visage familier des dimanches après-midi, celui d'une star dont la douceur traversait le temps et les écrans. Numéro 9, Maury Chaykin. Le 27 juillet 2010, à Toronto, le cinéma perdit un de ses visages les plus singuliers. Ce jour-là,
Maury Chaykin quitta ce monde le jour même où il fêtait son 61e anniversaire. Né le 27 juillet 1949 à Brooklyn, il passa une grande partie de sa vie au Canada, où il devint l'un des acteurs les plus respectés du cinéma nord-américain. En France, son nom reste associé à des films marquants et à des rôles secondaires inoubliables, portés par un talent discret mais profond. Sa carrière débuta à la fin des années 70. Il trouva rapidement sa place dans des productions indépendantes et des séries où son jeu naturel attira l'attention des réalisateurs. Son visage rond, expressif, sa voix douce et légèrement ironique faisaient de lui un interprète unique, capable de mêler humour et gravité dans une même scène. Le public français le découvrit notamment dans le film Danse avec les loups, où il incarnait un officier américain excentrique et imprévisible. Ce rôle lui valut une reconnaissance internationale et fit de lui un acteur que les cinéphiles français suivirent avec intérêt. Dans les années 90, il multiplia les apparitions dans des productions connues du grand public, comme L'Homme au pistolet d'or et Entourage. Mais c'est à la télévision qu'il trouva un rôle qui marqua profondément sa carrière, celui du détective Nero Wolfe dans la série éponyme. En France, la série fut diffusée sur plusieurs chaînes et connut un véritable succès auprès des amateurs de polar. Maury Chaykin y imposait une présence fascinante, mélange de génie, d'excentricité et de tendresse cachée. Hors des écrans, il menait une vie paisible à Toronto, entouré de sa famille et de ses amis du milieu artistique. Il aimait la peinture, la lecture et le jazz, et refusait le rythme effréné d'Hollywood. Pour lui, le jeu d'acteur n'était pas une question de gloire mais d'émotion. Il croyait que chaque personnage devait être joué avec humanité, même le plus petit rôle. Le 27 juillet 2010, alors qu'il venait de souffler ses bougies, il s'éteignit dans la sérénité, laissant derrière lui une filmographie riche et respectée. Les journaux canadiens et français lui rendirent hommage, saluant un acteur de caractère dont le talent dépassait les frontières. Maury Chaykin demeure dans la mémoire des spectateurs comme un visage authentique du cinéma, celui d'un homme qui savait donner une âme à chaque histoire qu'il racontait. Numéro 10, Otto Kruger. Le 6 septembre 1974, à Los Angeles, Otto Kruger s'est éteint à l'âge de 89 ans, le jour exact de son anniversaire. Né le 6 septembre 1885 à Toledo, dans l'Ohio, il incarna pendant plus d'un demi-siècle l'élégance et la complexité des personnages du cinéma américain classique. En France, son visage est resté gravé dans la mémoire des amateurs de films noirs et des œuvres d'Alfred Hitchcock, où il interprétait avec brio des rôles d'hommes puissants et ambigus. Avant d'entrer à Hollywood, Otto Kruger débuta sa carrière sur les planches de Broadway, où il fut remarqué pour sa diction impeccable et sa prestance naturelle. Sa silhouette élancée et son regard perçant faisaient de lui un acteur idéal pour incarner la distinction et la duplicité. Durant les années 30 et 40, il tourna dans de nombreux films qui furent projetés dans les cinémas français, notamment Saboteur, réalisé par Alfred Hitchcock, et High Noon, un classique du western. Dans ces rôles, il imposait une présence subtile, jamais caricaturale, où le charme se mêlait souvent au danger. Otto Kruger n'était pas seulement un acteur de second plan, il possédait une rare capacité à transformer chaque scène en moment mémorable. Les critiques français louaient sa capacité à exprimer la tension ou la cruauté avec une élégance déconcertante. Dans des films comme Murder, My Sweet ou Magnificent Obsession, il incarnait des figures d'autorité, médecins, politiciens ou hommes d'affaires, souvent partagés entre la morale et l'ambition. Sa carrière se poursuivit avec succès à la télévision dans les années 50 et 60, notamment dans Perry Mason et The Alfred Hitchcock Hour, des séries populaires également diffusées en France. Même dans les rôles de courte durée, il restait fidèle à son style raffiné, entre sévérité et douceur. Hors des studios, Otto Kruger était un homme cultivé, passionné de musique classique et de littérature. Ses amis décrivaient un homme poli, réfléchi, qui aimait raconter les débuts du cinéma parlant et les changements du métier qu'il avait traversé. Il se considérait comme un témoin privilégié d'un art en pleine mutation. Le 6 septembre 1974, sa disparition le jour même de sa naissance symbolisa une boucle achevée. La presse américaine et française rappela alors son élégance inimitable, cette manière de donner à chaque mot le poids du théâtre et la lumière du cinéma. Otto Kruger demeure aujourd'hui l'image parfaite du gentleman hollywoodien, dont le talent continue à inspirer les cinéphiles du monde entier. Numéro 11, Ramsey Hames. Le 30 mars 1998, à Santa Monica, en Californie,
Ramsey Hamm s'est éteinte le jour même de son 79e anniversaire. Née le 30 mars 1919 à Brooklyn, elle fut l'une des figures féminines les plus reconnaissables du cinéma américain des années 40. En France, son visage reste lié à l'âge d'or des films d'aventure et des productions fantastiques des studios Universal, souvent diffusées sur les chaînes spécialisées et dans les cinémathèques. Avant de devenir actrice, Ramsey Hamm fut danseuse et mannequin. Son allure élancée et son port distingué lui valurent rapidement des contrats publicitaires. Son entrée à Hollywood se fit presque par hasard, lorsqu'un producteur la remarqua lors d'un spectacle musical à New York. Peu après, elle signa avec Universal et apparut dans plusieurs longs métrages où elle mêlait beauté, esprit et présence scénique. Son premier grand rôle fut dans Calling Doctor. Death, un film d'épouvante qui marqua le début d'une longue série de productions du même genre. Les spectateurs français la découvrirent surtout dans La main de la momie et Le fantôme de Frankenstein, deux films d'horreur classiques qui connurent un véritable succès lors de leur diffusion en Europe. Dans ses œuvres, elle incarnait souvent des héroïnes courageuses confrontées à des forces surnaturelles. Son jeu expressif, allié à une grande élégance, fit d'elle une actrice populaire auprès du public français amateur de cinéma gothique. Dans les années 50, Ramsey Hamm mit fin à sa carrière cinématographique pour se consacrer à la télévision et à la radio. Elle anima plusieurs émissions culturelles aux États-Unis et au Mexique, où elle s'installa par amour pour un musicien latino-américain. Elle parlait couramment l'espagnol et participa activement à la vie artistique locale. Son charisme et sa gentillesse lui valurent l'affection de ceux qui travaillaient à ses côtés. En France, les magazines de cinéma continuèrent longtemps à évoquer son nom, symbole d'une époque où le fantastique se mêlait au glamour. Sa disparition, survenue le jour de son anniversaire, fut relevée par de nombreux journaux spécialisés. Le 30 mars 1998, la boucle de sa vie se referma dans la sérénité. Ramsey Hamm demeure aujourd'hui une figure emblématique du cinéma des années 40. Son regard profond, son maintien de danseuse et sa voix douce rappellent une époque où les stars savaient fasciner sans artifice. Elle laisse derrière elle l'image d'une femme élégante et forte, dont la lumière continue à briller sur les écrans noirs et blancs du passé. Numéro 12. Gertrude Astor. Le 9 novembre 1977, à Woodland Hills, en Californie, Gertrude Astor s'est éteinte paisiblement, le jour même de son 90e anniversaire. Née le 9 novembre 1887 à Lakewood dans l'État de New York, elle fut l'une des premières grandes actrices du cinéma muet américain. En France, son nom est encore évoqué dans les cercles de cinéphiles et dans les rétrospectives consacrées à l'âge d'or d'Hollywood. Elle commença sa carrière au début du XXe siècle, à une époque où le cinéma n'avait pas encore trouvé sa voie. Son visage expressif et sa gestuelle précise en firent rapidement une figure incontournable du grand écran. Elle apparut dans des centaines de courts et longs métrages, travaillant pour des studios légendaires comme Universal et Paramount. Son sens du rythme, sa prestance et son élégance faisaient d'elle une actrice idéale pour incarner des femmes modernes, fortes et indépendantes, une image rare pour l'époque. Gertrude Astor tourna aux côtés de stars tels que Harold Lloyd, Laurel et Hardy, ainsi que dans plusieurs productions de Cecil B. 2000. Les spectateurs français purent découvrir son talent grâce aux copies diffusées dans les cinés, clubs et les festivals de films muets, où son jeu subtil suscita toujours l'admiration. Dans le film The King of Kings, elle offrit une interprétation pleine de grâce qui contribua à son statut d'icône. Lorsque le cinéma parlant fit son apparition, beaucoup de vedettes du muet disparurent de l'écran. Gertrude Astor, elle, sut s'adapter. Elle continua à jouer des seconds rôles dans les années 30 et 40, souvent dans des comédies et des films policiers. Son professionnalisme et sa gentillesse lui valurent le respect de toutes les générations d'acteurs. Hors des studios, elle menait une vie simple, passionnée par la musique et la photographie. Elle conservait précieusement des souvenirs de tournage, des lettres et des affiches de films qui témoignaient d'une carrière longue et féconde. Les cinémathèques européennes, notamment celle de Paris, continuèrent à projeter ses films, permettant au public français de redécouvrir une pionnière du cinéma universel. Le 9 novembre 1977, son départ coïncida avec le jour exact de sa naissance, comme si le destin avait voulu clore son existence sur une harmonie parfaite. Les journaux spécialisés rappelèrent alors qu'elle avait consacré plus d'un demi-siècle à l'art cinématographique. Gertrude Astor demeure dans la mémoire collective comme une figure de transition entre deux époques, symbole d'un cinéma naissant et éternellement jeune.
Numéro 13. Sherwood Bailey. Le 6 août 1987, à Newport Beach, en Californie, Sherwood Bailey s'est éteint paisiblement le jour même de son 64e anniversaire. Né le 6 août 1923 à Long Beach, il fit partie de ces enfants acteurs qui marquèrent durablement le cinéma américain des années 30. En France, son nom reste associé à la série comique Les Petites Canailles, diffusée sous différents titres à la télévision et appréciée pour son humour tendre et universel. Sherwood Bailey débuta sa carrière alors qu'il n'avait que 5 ans. Son visage rond, ses yeux espiègles et son sourire candide séduisirent immédiatement les réalisateurs. Il fit partie du célèbre groupe d'enfants de la série Our Gang, qui racontait avec légèreté les aventures d'une bande de jeunes issus de milieux modestes. Ces courts-métrages, produits par Hal Roach, devinrent des classiques du cinéma comique mondial. En France, ils furent redécouverts dans les années 50 et 60 grâce au ciné, club et aux programmes télévisés dédiés à l'histoire du cinéma. Dans cette série, Sherwood Bailey incarnait souvent le petit garçon timide, mais plein de bon sens, celui qui observait les bêtises des autres avec une innocence touchante. Son jeu naturel et spontané fit de lui un des jeunes acteurs les plus aimés de sa génération. Il tourna dans plus d'une trentaine d'épisodes entre 1928 et 1934, période pendant laquelle il gagna une immense popularité. À la fin de son enfance, il quitta progressivement les plateaux pour poursuivre ses études. Contrairement à beaucoup d'enfants acteurs de son époque, il réussit à se construire une vie tranquille loin des caméras. Il servit dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis travailla dans l'administration et la logistique. Il resta cependant attaché à ses souvenirs de tournage et participait parfois à des conventions de cinéma où il partageait des anecdotes sur les débuts d'Hollywood. Les admirateurs français de la série Les Petites Canailles se rappellent encore de ses répliques simples et de son regard malicieux. Le 6 août 1987, lorsqu'il quitta ce monde, beaucoup y virent une étrange coïncidence, celle d'un enfant du cinéma qui refermait son histoire le jour même où elle avait commencé. Sherwood Bailey laisse l'image d'un garçon sincère et d'un homme discret, témoin privilégié d'une époque où le rire d'un enfant suffisait à illuminer tout un écran. Numéro 14, Anne-Marie Duringer. Le 26 novembre 2014, à Baden, en Suisse, la grande comédienne Anne-Marie Duringer s'est éteinte paisiblement le jour même de son 89e anniversaire. Née le 26 novembre 1925 à Arlesheim, elle fut l'une des figures les plus respectées du théâtre germanophone et une actrice de cinéma que le public français appréciait pour sa grâce, sa rigueur et la profondeur de son jeu. Formée à l'Académie Max Reinhardt de Vienne, Anne-Marie Duringer entra très tôt dans la troupe du célèbre Burgtheater, institution prestigieuse dont elle devint une figure centrale pendant plusieurs décennies. Elle y interpréta les grands rôles du répertoire classique, de Shakespeare à Schiller, mais aussi des œuvres modernes signées Dürrenmatt et Frisch. Sa voix, claire et posée, son port élégant et son regard d'une intensité rare faisaient d'elle une actrice complète, capable de captiver le public par la seule force de sa présence. Le public français la découvrit dans les années 50 grâce au cinéma. Elle joua dans plusieurs coproductions européennes, notamment dans Le Général du Diable et Le Couteau sous la gorge, des films présentés dans les festivals de Cannes et de Berlin. Sa capacité à exprimer la complexité psychologique de ses personnages lui valut les éloges de la critique française. On la comparait parfois à Simone Signoret pour sa force tranquille et sa maîtrise des émotions intérieures. Au-delà du cinéma, Anne-Marie Duringer resta fidèle au théâtre, qu'elle considérait comme sa véritable maison. Elle refusa souvent les rôles faciles, préférant les textes exigeants et les personnages en quête de vérité. Sa carrière fut couronnée de nombreux prix, dont la médaille Keynes et le prestigieux Yves Landring, décernés aux plus grands acteurs de langue allemande. Les spectateurs français qui fréquentaient les scènes de Vienne et de Zurich se souviennent encore de son interprétation bouleversante de Médée, jouée avec une intensité à la fois glaciale et émouvante. Le 26 novembre 2014, son départ le jour de son anniversaire fut perçu comme un dernier acte de théâtre, une fin d'une perfection symbolique. Les journaux européens saluèrent la disparition d'une grande dame du théâtre, d'une artiste fidèle à ses valeurs, toujours guidée par la passion du verbe et la recherche de la vérité humaine. En France, les hommages évoquèrent une actrice rare, à la fois majestueuse et profondément humaine, dont le talent transcenda les frontières et le temps. Anne-Marie Duringer demeure l'image d'une artiste complète, respectée pour son intelligence et admirée pour sa sincérité. Numéro 15, Mike Douglas. Le 11 août 2006, à Palm Beach, en Floride,
Mike Douglas s'est éteint paisiblement, le jour même de son 81e anniversaire. Né le 11 août 1925 à Chicago, il fut à la fois chanteur, acteur et animateur de télévision, un visage familier des foyers américains et un nom que les spectateurs français associaient à la grande époque des talk-shows élégants et chaleureux. Avant de devenir une figure de la télévision, Mike Douglas se fit connaître comme chanteur. Dans les années 40, il rejoignit l'orchestre de Kay Kyser, un groupe de swing très populaire aux États-Unis, dont les chansons traversèrent rapidement l'Atlantique. Son timbre de voix doux et sa diction parfaite séduisirent les amateurs de jazz et de variété en France, où plusieurs de ses disques furent diffusés à la radio. Il grava de nombreux titres et collabora avec des artistes de renom comme Bing Crosby et The Andrews Sisters. Mais c'est à la télévision que Mike Douglas trouva sa véritable vocation. En 1961, il lança The Mike Douglas Show, un programme quotidien mêlant musique, humour et entretien avec des célébrités. L'émission devint un modèle du genre et inspira plus tard des animateurs français comme Michel Drucker ou Jacques Martin. Pendant plus de 20 ans, il reçut sur son plateau des personnalités aussi variées que John Lennon, Barbra Streisand, Frank Sinatra et même un jeune Michael Jackson encore enfant. Son style courtois, son rire communicatif et sa bienveillance faisaient de lui un hôte apprécié du grand public. Le public français, sensible à ce mélange de légèreté et de sincérité, suivit son parcours à travers les magazines de télévision et les rediffusions. Mike Douglas symbolisait une époque où les émissions reposaient avant tout sur le charme humain et la conversation vraie. Il aimait dire que son rôle était d'écouter, pas de briller. Ce respect de l'invité contribua à sa longévité et à la fidélité de ses téléspectateurs. Le 11 août 2006, son départ le jour même de sa naissance fut relevé comme une étrange symétrie par la presse américaine et européenne. Les hommages soulignèrent l'élégance de sa carrière, la chaleur de son sourire et la simplicité de son regard sur la vie. Mike Douglas laissa derrière lui des milliers d'heures d'émissions, témoins d'un art de vivre et de dialoguer qui touche encore les spectateurs d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires étonnantes. À très bientôt.